Nous sommes dans la fièvre de la pleine lune. Un nombre croissant de pays et d'entreprises privées ont le satellite terrestre en ligne de mire dans une course aux ressources et à la domination de l'espace. Mais sommes-nous prêts pour cette nouvelle ère de son exploration? Les images du drapeau chinois affiché sur la Lune ont fait la une des journaux ce mois-ci. Il s'agit du 4e alunissage du pays asiatique et de la première mission qui ramène sur Terre des échantillons de sa face cachée. Au cours des 12 derniers mois, l'Inde et le Japon ont également fait atterrir des engins spatiaux sur la surface lunaire. En février, la société américaine Intuitive Machines est devenue la première entreprise privée à poser un atterrisseur sur la Lune. Et de nombreuses autres missions sont en cours. De son côté, la NASA souhaite envoyer à nouveau des humains sur la Lune. Les astronautes de la mission Artemis prévoient d'atterrir sur la Lune en 2026. La Chine affirme qu'elle enverra des humains en 2030. Et au lieu de visites éphémères, son plan est de construire des bases permanentes. Mais à l'heure de la poussée renouvelée des grandes puissances, cette nouvelle course à l'espace après celle amorcée dans les années 1960 pourrait provoquer des tensions sur Terre pour atteindre la surface lunaire. Notre relation avec la Lune va très prochainement changer radicalement, prévient Justin Holcomb, géologue à l'Université du Kansas, États-Unis. La vitesse de l'exploration spatiale dépasse nos lois, dit-il. Un accord de l'ONU de 1967 stipule qu'aucun pays ne peut revendiquer la propriété de la Lune. Au lieu de cela, le traité sur l'espace extra-atmosphérique affirme que l'espace nous appartient à tous et que toute exploration doit être menée dans l'intérêt de toute l'humanité et dans l'intérêt de toutes les nations. Même si cela semble très pacifique et collaboratif, ce qui est effectivement le cas, la force motrice du traité sur l'espace extra-atmosphérique n'était pas la coopération, mais la politique de la guerre froide. Alors que les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique augmentaient après la Seconde Guerre mondiale, on craignait que l'espace ne devienne un champ de bataille militaire. L'élément clé du traité était donc que les armes nucléaires ne pouvaient pas être envoyées dans l'espace. Plus de 100 pays l'ont signé. Un facteur nouveau et important est que les missions lunaires modernes ne sont pas seulement des projets de nations, mais également des entreprises privées. En janvier, une mission commerciale américaine appelée Peregrine a annoncé qu'elle livrerait sur la Lune des cendres humaines, des échantillons d'ADN et une boisson pour sportifs de marque. Une fuite de carburant a empêché son arrivée, mais a suscité un débat sur la manière d'adapter l'expédition de cet inventaire éclectique au principe selon lequel l'exploration devrait bénéficier à l'humanité tout entière. Nous commençons à envoyer des choses là-bas simplement parce que nous le pouvons. Il n'y a plus de logique ni de raison, déclare Michelle Anlon, avocate spécialisée dans le domaine spatial et fondatrice de For All Monkinday, une organisation qui tente de protéger les sites d'atterrissage d'Apollo. Notre Lune est à notre portée et maintenant nous commençons à en abuser, prévient-il. Mais même si les voyages privés sont en hausse, les gouvernements des pays restent en fin de compte les acteurs clés de tout cela. Saïd Mostaichar, directeur de l'Institut de politique et de droit spatial de Londres, affirme que toute entreprise a besoin de l'autorisation d'un État pour aller dans l'espace, ce qui sera limité par les traités internationaux. Entrer dans le club select des voyageurs sur la Lune continue de jouir de beaucoup de prestige. Après le succès de leur mission, l'Inde et le Japon peuvent se targuer d'être des acteurs spatiaux mondiaux. Et une nation dotée d'une industrie spatiale florissante peut grandement stimuler l'économie grâce à l'emploi et à l'innovation. Mais la course à la Lune offre une récompense encore plus grande, ses ressources naturelles. Bien qu'il semble assez aride, le terrain lunaire contient des minéraux, tels que des terres rares, du fer, du titane et de l'hélium, qui sont utilisés dans de nombreux domaines, des supraconducteurs aux équipements médicaux. Les estimations de la valeur de tout cela varient énormément, allant de milliards à des milliers de milliards de dollars. Il est donc facile de comprendre pourquoi certains considèrent la Lune comme un endroit où l'on peut gagner beaucoup d'argent. Cependant, il est également important de garder à l'esprit qu'il s'agit d'un investissement à très long terme et que la technologie nécessaire pour extraire et restituer ces ressources lunaires est encore loin d'être au point.
En 1979, un traité international a déclaré qu'aucun État ni aucune organisation ne pouvait revendiquer la propriété des ressources lunaires. Mais il n'a pas été très populaire, seuls 17 pays l'ont signé et parmi eux aucun n'était allé sur la Lune. En fait, en 2015, les États-Unis ont approuvé une loi autorisant leurs citoyens et leurs industries à extraire, utiliser et vendre n'importe quel matériel spatial. Cela a provoqué une immense consternation au sein de la communauté internationale, déclare Michel Enlon. Mais progressivement, d'autres ont emboîté le pas avec des lois nationales similaires, notamment le Luxembourg, les Émirats arabes unis, le Japon et l'Inde. La ressource la plus demandée sur la Lune pourrait être une ressource surprenante, l'eau. Lorsque les premières roches lunaires ramenées par les astronautes d'Apollo ont été analysées, on pensait qu'elles étaient complètement sèches, explique Sarah Russell, professeure de sciences planétaires au Muséum d'histoire naturelle de Londres, Royaume-Uni. Mais il y a eu une sorte de révolution il y a une dizaine d'années et nous avons découvert qu'elles contenaient de minuscules traces d'eau piégées dans des cristaux de phosphate. Et au pôle de la Lune, dit-il, il y a encore plus, des réservoirs de glace d'eau sont gelés à l'intérieur des cratères. Les futurs visiteurs pourraient utiliser l'eau pour boire, pour produire de l'oxygène et même pour fabriquer du carburant pour fusées en la divisant en hydrogène et en oxygène, ce qui leur permettrait de voyager de la Lune à Mars et au-delà. Les États-Unis tentent actuellement d'établir une nouvelle série de principes directeurs concernant l'exploration et l'exploitation de la Lune. Les accords d'Artemis stipulent que l'extraction et l'utilisation des ressources sur la Lune doivent se faire dans le respect du traité sur l'espace extra-atmosphérique, tout en précisant que de nouvelles règles pourraient s'avérer nécessaires. Plus de 40 pays ont jusqu'à présent signé ces accords non contraignants, mais la Chine est l'un des grands absents. Pour certains, les nouvelles règles relatives à l'exploration lunaire ne devraient pas être dirigées par un seul pays, en l'occurrence les États-Unis. Cela devrait se faire par l'intermédiaire des Nations Unies, car cela concerne tous les pays, déclare Saïdé Mosteichar. Mais l'accès aux ressources pourrait aussi provoquer un autre conflit. Bien qu'il y ait beaucoup d'espace sur la Lune, les zones situées à proximité des cratères remplis de glace sont des cibles privilégiées. Que se passera-t-il si tout le monde veut le même endroit pour installer une base? Et une fois qu'un pays en aura établi une, qu'est-ce qui empêchera un autre d'en établir une trop proche? Je pense qu'il existe une analogie intéressante avec l'Antarctique, explique Jill Stuart, chercheuse en politique spatiale et en droit à la London School of Economics, Royaume-Uni. Nous verrons probablement des bases de recherche s'installer sur la Lune de la même manière que sur ce continent. Cet article a été rédigé et édité par nos journalistes avec l'aide d'un outil de traduction par intelligence artificielle dans le cadre d'un programme pilote.